Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Christian Françoise, coach sportif à Rennes depuis 2002 et auteur du livre Personal Trainer, devenez coach sportif indépendant. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Christian. Comment trouver vos premiers clients quand on devient coach sportif? Quel état d'esprit à avoir pour avoir du succès dans son métier? Comment se faire connaître via la presse? Comment favoriser la recommandation? Comment durer dans le temps? Comment développer un business de coaching à domicile? Comment définir réellement vos prix? Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Christian Françoise. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Christian Françoise. Alors, je te connais à travers les réseaux sociaux, à travers plusieurs amis. Mais comme on se disait en off tout à l'heure, j'ai jamais eu malheureusement la chance de pouvoir te rencontrer. Donc, le podcast, c'est pour moi l'occasion de te connaître et surtout de rentrer dans ton cerveau parce que tu es coach depuis 2000, je crois, ou 2002. 2002. Voilà. Et également, tu as écrit un bouquin qui s'appelle Personal Trainer, devenez coach sportif indépendant. Donc, c'est aussi l'occasion de pouvoir en discuter avec toi. Et comme on est aussi pas forcément nombreux à parler de business, ça va être aussi l'occasion de pouvoir échanger. Donc, merci Christian. Est-ce que déjà, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Christian Françoise, je suis coach sur la région rennaise. Je me suis installé en 2002, donc ça va faire cette année 20 ans que je suis à mon compte. La différence entre avoir eu son diplôme et être à son compte, c'est que j'ai eu mon diplôme en 98 et je me suis installé 4 ans plus tard en tant qu'indépendant en 2002. Et en 2018, j'ai sorti mon livre Personal Trainer, devenez coach sportif indépendant pour aider les coachs comme toi et tous ceux que tu aides aussi à s'installer, à créer leur business et à réussir avec. Excellent. Il y a une question que j'aime bien poser en intro, c'est comment tu as atterri du coup dans le milieu du fitness, toi? Ça a été quoi en fait Alors, le ton parcours, élément déclencheur? L'élément déclencheur, en fait, ça a été d'abord, en fait, je faisais du judo quand j'étais adolescent. Et puis, à un moment donné, quand j'ai dû passer ma ceinture noire, il a fallu que je me renforce un petit peu. Donc, je me suis mis à la musculation. J'ai obtenu ma ceinture noire, j'ai laissé tomber le judo, j'avais plus envie et je suis devenu en fait bénévole dans une association de musculation. Et puis, c'était un parcours, un moment de ma vie où je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis rentré à l'armée, j'ai fait mon service militaire. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui avait eu son brevet d'État. Donc, ça m'a donné l'idée d'en faire peut-être mon métier, de passer du statut de bénévole à professionnel. Donc, j'ai cherché autour de moi ce qu'il fallait faire. Je suis rentré au CREPS de Dinard. Et puis, j'ai obtenu mon diplôme 1 an plus tard. Et puis, je me suis lancé comme coach d'abord, comme beaucoup dans les clubs. Donc, je suis parti sur Saint-Martin, l'île dans des Antilles. Mm-hmm. Et puis là, j'ai commencé à avoir des premières touches en fait avec le coaching. Donc voilà, je connaissais pas, mais là-bas, j'avais pas mal de clients américains qui venaient régulièrement s'entraîner à la salle. Et puis un jour, j'en ai un, je lui ai donné un conseil et il m'a donné un tips. Tips, moi, je savais pas ce que c'était. C'était un pourboire. Il m'a donné $10. Je dis, c'était sympa, je lui ai juste donné un conseil. Et en fait, c'est là que j'ai découvert qu'aux États-Unis, c'est des monnaies courantes de remercier les coachs en leur donnant quelque chose chaque fois qu'ils te donnaient un conseil. Et puis, je suis resté 1 an là-bas et en rentrant en métropole, j'ai commencé à voir quelques petits reportages, quelques petits documents sur le personal training, mais notamment sur Paris. Donc ça, on était dans les années, début des années 2000, 99, 2000. Et puis, j'ai commencé à réfléchir à la question parce que même dans la salle de gym où j'étais, on sentait que les gens avaient besoin d'un service, d'une attention plus précise, plus particulière. Et donc là, je me suis dit, écoute,
ça existe dans le monde du tennis, tu as des cours particuliers. Ça existe dans le monde du golf, tu as des cours particuliers. Ça existe en Le piscine, ski. voilà, dans le ski. Et bizarrement, étonnamment, dans notre métier, il n'y avait jamais de cours particuliers. Tu avais les cours collectifs et tu avais le prof qui était là pour donner des conseils à tout le monde. Je me dis, c'est quand même dingue que dans notre métier, on n'ait même pas la possibilité d'offrir ce service. Donc, j'ai réfléchi et puis à l'époque, j'étais sur la région de Quimper. Je me suis dit, c'est une petite ville, donc peut-être qu'il faut envisager d'abord quelque chose d'un peu plus gros. Donc, je me suis rapproché en allant à Rennes et je me suis installé à Rennes en me disant, bah, écoute, essayons, testons, et puis voilà, 20 ans plus tard, je suis toujours à mon compte et ça marche. Ok. Et pourquoi tu as quitté Lille du coup? Il n'y avait pas Euh, d'opportunité non, parce que c'est tout petit et puis parce que après, sur le plan familial, j'avais besoin de retrouver mes amis, ma famille, et que c'était compliqué de rester sur une petite île comme ça et de faire des allers-retours métropole, Antilles régulièrement. Ok. Donc après, à côté, tu avais l'île de Saint-Barth hein, qui foisonne de stars, qui foisonne comme ça de grosses personnalités, mais c'est aussi un métier sur cette île-là qui est saisonnier parce que ces people viennent à certains moments, donc tu te retrouves avec beaucoup de boulot pendant un moment et puis pas de boulot pendant d'autres périodes. Donc moi j'avais besoin en fait de vivre hein, tout simplement, donc j'ai Mhm. décidé plutôt de m'installer à Rennes et puis ça a fonctionné. Alors bon an mal an au début et puis finalement en fait ça a pris et en 3 4 ans je vivais de mon activité. Et on Ok. était au début du personal training. Hein. Et tu as dit donc 98-2002, donc là tu étais plus salarié, c'est ça? Tout à fait, Ouais. exactement. J'étais essentiellement salarié dans les clubs, comme l'était la majorité des personnes à l'époque. Ok. Et qu'est-ce qui fait que bah, du coup tu switches sur le modèle indépendant? Ah, ben, je pense qu'en fait, comme beaucoup de coachs à l'heure actuelle, c'est-à-dire des salaires qui plafonnent, des responsabilités qui plafonnent, et puis envie de s'exprimer, envie de travailler pour soi. Voilà, essentiellement pour ça. Mhm. C'est-à-dire avoir la possibilité de… Alors, au début, le salaire, c'est vraiment pas la chose qui m'attirait. Je sentais bien que j'allais peut-être même au départ galérer, mais l'envie, en fait, d'être responsable de mon travail, de sentir que si je pouvais vivre de mon travail, c'était par ma propre action et pas l'action d'une salle ou d'un patron. Voilà. Donc, Donc, j'avais vraiment donc envie tu de commences comment en m'exprimer. 2002 alors ton business de coaching? Les deux, c'est-à-dire j'étais à la fois salarié et puis ben, j'ai commencé en me mettant indépendant et puis ben, en passant par le… Alors, j'avais une réflexion hein, avant, c'est-à-dire que j'ai réfléchi au principe de dire comment je vais me faire connaître, comment je vais trouver mes premiers clients. C'est-à-dire que j'avais déjà un raisonnement de chef d'entreprise à l'époque, c'est-à-dire que je m'étais déjà mis dans le costume du chef d'entreprise, c'est-à-dire que si je me lance, eh bien, il faut que, et si je veux vivre surtout de mon activité, eh bien, il faut que je gagne de l'argent. Donc, comment gagner de l'argent par sa propre activité? Ben, il faut d'abord trouver ses clients. Et où les trouver? Ben, il faut réfléchir en fait à leur centre d'intérêt, qui ils sont d'abord, quels sont d'abord le profil en fait de ces clients, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils recherchent, où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils ont des activités comment, culturelles, est-ce qu'ils vont peut-être chez des médecins. Donc, il faut bien comprendre que notre métier est en connexion avec le monde bien sûr du sport, mais le sport, c'est aussi la beauté, c'est aussi la santé, c'est la performance. Donc, il faut bien situer que notre métier, en fait, il est au carrefour de ces trois pôles, c'est-à-dire beauté, santé et performance. Performance sportive, donc on va peut-être s'adresser à des athlètes qui ont besoin de préparateurs physiques. Pour la beauté, eh bien, on a tout simplement ces gens qui recherchent à perdre du poids. Donc, on va peut-être avoir une connexion avec les instituts de beauté, avec les spas. Et puis, pour ce qui est la santé, donc ce sont des gens qui ont peut-être des problèmes de dos et on peut peut-être à ce moment-là se mettre en connexion avec des professionnels comme des kinés, des ostéopathes.
En fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai réfléchi de cette manière-là, en situant mon travail, en situant les interconnexions que je pouvais avoir avec mon environnement et les intérêts peut-être de mes futurs clients. Et donc, j'ai commencé. Alors, ce n'était pas très évident. Il fallait faire une démarche un peu commerciale, c'est-à-dire aller au-devant des gens, se présenter, s'expliquer, dire qu'est-ce que j'avais envie de faire, savoir si ça allait tout de suite prendre ou pas. Et puis aussi, donc au-delà de l'aspect santé, beauté et performance, de se faire connaître de manière un peu plus générale. Donc là, par contre, je suis allé au culot, je suis allé voir des journaux locaux comme le Ouest France, comme des journaux comme Rennes Métropole pour expliquer ma démarche. Et puis, ils ont été réceptifs et ils ont commencé à faire des articles sur mon nouveau travail. Donc, ça a permis déjà de me faire connaître sur un plan général. Et puis, sur un plan plus ciblé, eh bien, les premiers kinés ont commencé à me faire confiance. Des instituts de beauté m'ont fait confiance aussi, ont commencé à me renvoyer des clients, du moins à me parler, à parler de moi. Et ça a été les premiers contacts, les premières connexions. Ok. Et toute cette réflexion-là, tu l'avais dès le début? Oui, oui, parce que comme je te disais, il faut partir dans l'idée qu'on va créer une entreprise. Donc, il faut partir vraiment dans la peau d'un chef d'entreprise. Oui, alors ça, avec un peu de recul, la plupart ou la grande majorité, on ne l'a pas forcément au début. Qu'est-ce qui fait que toi, tu avais cette vision-là? Hmm. Je pense que c'est quelque chose, c'est compliqué, mais je pense que pour certaines personnes, pas peut-être au début pour tous les coachs, mais on l'a. Donc, on a ce petit quelque chose à un moment donné de se dire, allez, je vais un jour franchir le cap, je vais m'installer. À mon époque, comme toi, quand on a eu notre diplôme, le rêve, c'était d'avoir sa salle de sport. D'accord? Donc, sa salle de sport, c'est un rêve et donc c'est quand même une démarche, c'est beaucoup d'investissement. Eh bien, je suis parti dans la même logique, c'est-à-dire que si derrière ce rêve-là, c'est la même chose, mais en coaching, eh bien, il faut réfléchir en termes d'investissement, donc aussi d'argent. Donc, j'ai cassé ma tirelire, j'ai fait faire avec un graphiste mes premières cartes de visite, plaquettes, c'est-à-dire je n'ai pas fait ça moi-même. J'ai défini la trame et puis ensuite, en partenariat avec un graphiste, on a travaillé justement pour élaborer quelque chose de joli, de beau, d'attractif vis-à-vis du client. Donc après, c'est toute une logique aussi, c'est-à-dire avoir des photos professionnelles, avoir un texte bien ciselé et avoir une trame graphique jolie qui accroche l'œil. Ok. Donc Et c'est toute une démarche. ouais, depuis nos débuts, donc quand toi tu as démarré, bon, on est en 2022 là où on tourne le podcast. Ça a beaucoup changé, d'accord, l'univers. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent démarrer eux dans le coaching? Est-ce que tu leur dirais de reprendre les mêmes codes que ce que tu faisais il y a une dizaine d'années, ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à ça pour se lancer le plus rapidement possible? Il y a deux choses. Premièrement, moi, quand j'ai commencé, ma logique, c'était de me faire connaître et de faire connaître le métier à une population qui ne connaissait pas ce qu'était le coaching. Donc, c'est-à-dire que face à moi, en fait, j'étais tout seul. J'étais dans une jungle. Donc, je devais élaguer pour débroussailler un petit peu l'idée générale que c'est pas fait pour moi, je ne connais pas, c'est peut-être trop cher. Euh, Maintenant, aujourd'hui, le terrain est complètement débroussaillé et on est même plusieurs sur ce terrain. Donc, ça veut dire que de la visibilité sur ce métier, il y en a pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que faire connaître le métier, ça y est, ça s'est fait. Passons à autre chose. Donc, aujourd'hui, il faut quand même maintenant se faire connaître, toujours. Mais donc, on a surtout dans l'idée que je veux dire, c'est que tout dépendra de la zone où on est. Si Est-ce que on est tu dans crois une que, zone… excuse-moi, est-ce que tu crois que aujourd'hui le consommateur final sait les bénéfices d'un coach sportif? Oui, Ouais. oui, oui. Alors, attention, je pense que ce bénéfice, les gens l'ont bien en tête. Maintenant, tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est rentré, j'aurais presque envie de dire, comme une norme sociale
dans des catégories comme les CSP+, les chefs d'entreprise, les cadres, les dirigeants. J'ai le cas dernièrement là d'une cliente qui habitait en Belgique. Elle a eu 2 coachs sur Bruxelles. Elle a déménagé, elle est rentrée ici sur Rennes. Eh bien, elle a 34 ans, elle dirige une start-up. Son premier réflexe, c'est bon, bah voilà, j'ai plus de coach à Bruxelles, je rentre ici, je prends un coach. Ça a pas été, sa logique n'a pas été de rentrer dans une salle de fitness, c'est de reprendre un coach. Donc, on s'adresse bien quand même à un cadre, à un statut social particulier. Donc, ça, pour ces gens-là, c'est rentrer dans leur logique de consommation. Ça, c'est bien. Maintenant, pour peut-être une catégorie sociale euh, plus petite, entre guillemets, ce n'est pas encore un automatisme parce que tout simplement, il faut regarder au niveau financier. C'est vraiment le frein pour l'instant, c'est-à-dire que ça va être, on va dire, une consommation plus épisodique. C'est-à-dire qu'ils vont être d'accord de prendre du coaching, mais ça va être 10, 15, 20 séances, et puis après, on arrêtera. Et peut-être ils reprendront dans quelques années, mais ça va pas être une consommation régulière à l'année. Okay. On n'est pas dans les mêmes catégories. Tout comme j'ai pu avoir épisodiquement, rarement, des personnes qui étaient au chômage ou qui avaient un tout petit salaire et qui voulaient vraiment un coach. Mais pareil, ça a été une seule séance, 5 séances, 10 pour le maximum. Mais c'était pour eux déjà un très gros budget. Donc à ce moment-là, on offre peut-être différemment notre prestation. Okay. Donc il faut bien situer, je pense déjà, la cible, les personnes à qui on touche. Si on part du principe, si on pense très honnêtement, et ça c'est le problème que je rencontre parfois avec des coachs, ils pensent que le personal training est fait pour tout le monde, comme s'il y avait une notion un peu humanitaire en fait dans notre métier. Et je pense que c'est une erreur puisque on est malheureusement c'est pas un tort, c'est juste un fait, on est dans une situation de catégorie sociale très haute parce qu'on est une prestation de luxe. C'est peut-être l'erreur que je n'ai pas commise moi quand je me suis installé, c'est que je savais déjà quel statut, quelle situation j'étais, ce qu'on appelle le haut du pavé. D'accord. Je me suis toujours considéré comme la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que je savais que la majorité des gens, lorsque j'allais leur parler de mon métier, n'allaient pas forcément dire chic, super, je vais prendre un coach. Parce que bien évidemment, la première notion qui allait arriver, c'était le coût. Donc, pour les coachs, il ne faut pas qu'ils s'offusquent, il faut qu'ils comprennent que c'est normal. Si face à eux, il y a 10 prospects, 10 contacts, ils vont en récupérer 2, 3. Parce que sur les 10 prospects qu'ils ont en face d'eux, le niveau social, les finances, en fait, ne sont pas au rendez-vous. Ok. Tu nous as parlé tout à l'heure de se faire connaître via la presse. Quelle stratégie, toi, tu adoptes pour avoir justement des encas dans la presse, dans les magazines ou autres? Est-ce que tu as des conseils à apporter? Alors, maintenant, ça devient peut-être plus compliqué. Ça reste toujours d'actualité, ça reste toujours possible. La presse peut rester un vecteur de communication, pas suffisamment utilisé par les coachs, surtout quand ils sont en début d'activité. Malheureusement, il y a un hic avec la presse, c'est-à-dire que la presse aime la nouveauté. Elle est toujours en recherche de nouveautés. Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut intéresser un journaliste pour qu'il vienne vers nous, si on lui présente le énième coach qui s'installe, ça ne va pas l'intéresser. Donc, parce qu'il y en a déjà X qui sont passés devant lui et que ça ne l'intéresse plus. Par contre, il va falloir peut-être lui présenter une activité ou une particularité que les autres coachs ne font pas. Je prends un exemple tout bête. Si actuellement, c'est l'EMS qui est mis en avant, c'est-à-dire le travail par électrostimulation, si vous dites, ben voilà, je suis coach à domicile et que je fais en plus de l'EMS, c'est-à-dire que je suis le seul à le faire et que c'est une nouveauté, ça va l'intéresser.
Mhm. Parce que tout d'un coup, tu vas ressortir ta particularité. Dernièrement, sur Rennes, il y avait une coach qui était spécialisée à APA et qui faisait spécialement du coaching pour handicapés ou personnes à mobilité réduite, enfin, des seniors. Donc, elle avait choisi un public très spécifique, c'était son choix, et à la fois, elle a communiqué auprès de la presse qui a réagi parce que justement, ça les intéressait parce que les autres coachs ne communiquaient pas là-dessus. Mhm. Ok. Donc toujours l'expertise et la spécialité fait que on est différent. Et Et alors, ouais. justement, par rapport à ça, je voudrais juste réagir. Ça, c'est intéressant, je trouve, la spécialisation, le fait d'être un expert dans des zones où il y a une forte densité de coachs. Parce que ça te permet à ce moment-là de sortir du lot et de te distinguer vis-à-vis des autres coachs. Et puis, généralement, comme la demande dans de grandes villes, elle est suffisamment forte, euh, on laisse de la place à tout le monde. J'aurais envie de dire que dans des villes ou des structures moyennes où il y a peu de coachs, voire que un ou deux coachs, pour moi, il n'y a pas d'utilité à être expert. On peut l'être, ce n'est pas un souci, mais on peut très bien être plus généraliste parce que dans des villes peut-être plus petites ou avec une densité de population plus faible, si le coach veut réunir entre 10, 15 et 20 clients pour vivre décemment de son métier, il faudra peut-être à un moment donné élargir son champ de possibilités, et que s'il est uniquement spécialisé dans une ville qui ne lui permet pas de toucher trop de personnes, il faut qu'il étende en fait ses champs de compétences, entre guillemets. Mhm. Ok. Et comment ferais-tu ou comment fais-tu pour générer justement de la recommandation via tout ce qui est médical, via ce qui est médecin, ostéo, kiné, etc. Alors, moi, j'ai appliqué un principe très simple, hein. J'ai enfilé mon petit costume de commercial. C'est difficile pour certaines personnes, pour des coachs, de revendiquer cette image-là, mais il faut le faire. Alors, euh, j'ai eu deux pratiques. La première pratique, c'est de leur envoyer un courrier avec carte de visite, plaquette, où tu leur expliques que tu as envie de les rencontrer et que tu leur proposes un rendez-vous. Tu as parfois malheureusement le seuil du secrétaire, de la secrétaire qui va éliminer ce genre de document. Voire, tu n'as aucune réponse du kiné, de l'ostéopathe, du médecin. Donc, la deuxième solution, il faut en avoir entre guillemets les capacités, c'est d'aller au culot. Vraiment, d'aller au culot, c'est-à-dire tu vas directement au cabinet. Alors moi, je le faisais en deux étapes. Première étape, j'allais directement dans la salle d'attente et je me glissais entre deux patients. Alors bien évidemment, c'est osé, mais ma réflexion, elle était là. Je prévenais tout de suite la personne que je lui prenais une seconde et que je lui laissais ma carte de visite, que je voulais prendre un rendez-vous avec lui pour me présenter. Et à ce moment-là, en visuel, le kiné, l'ostéopathe ou l'autre personne, souvent est OK. Donc, tu prends directement le rendez-vous là, en direct, entre deux clients, et tu t'en vas. Et là, la deuxième fois, tu as un vrai rendez-vous où là, tu as un quart d'heure, 20 minutes, où tu vas pouvoir t'expliquer avec le kiné de qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et je suis toujours parti du principe que lorsque je travaille avec, enfin, du moins quand je souhaite travailler avec un professionnel médical ou paramédical, euh, je me mets d'égal à égal. C'est-à-dire que je pars du principe que j'ai mon champ de compétences, il a son champ de compétences, et moi, je viens juste apporter un bénéfice à sa patientèle. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, si je rencontrais un kiné, j'expliquais au kiné, ben voilà, vous avez un patient, vous avez fait vos 20 séances de rééducation fonctionnelle avec ce patient, et puis ben, c'est terminé et vous le lâchez dans la nature. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce que vous lui dites souvent? Ben, continuez à faire du sport, allez vous inscrire dans une salle. Et je lui dis, mais si vous sentez que ce patient ne va jamais faire cette démarche parce qu'il n'a pas le temps, parce que c'est un chef d'entreprise, qu'il est très occupé, ben, glissez-lui ma carte de visite. À ce moment-là, je m'en occuperai et on pourra s'adapter en fonction de ses horaires, puisque moi, c'est moi qui me déplace.
Et là, il trouvait cette démarche intelligente parce que je venais non pas en récupérer la cliente, je venais accompagner sa patientèle. Et derrière, bien évidemment, je lui expliquais que je reviendrai vers lui s'il y avait besoin de conseils ou d'adapter telle ou telle situation à son patient. Ok. Et Donc, généralement, ils étaient plutôt très réceptifs à cette démarche d'accompagnant, en fait. Mhm. Ok. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi ton business model en 2022? D'abord, pérenniser toujours mon activité. Elle fonctionne toujours bien, mais c'est comme tout. Il faut toujours faire en sorte de, de ne pas baisser les bras parce que la concurrence, elle est toujours là. Donc, pérenniser mon activité, faire en sorte que le chiffre d'affaires augmente toujours. Et puis, développer d'autres perspectives, c'est-à-dire que ça peut être les cours en entreprise, ça peut être faire de la formation, ça peut être écrire un autre livre. Voilà, c'est peut-être. Alors, tout va dépendre en fait. Soit tu as une vision verticale, c'est-à-dire que quand tu es coach, eh bien, automatiquement, ton business model, c'est de faire progresser ta société. Voilà. Aujourd'hui, moi, je considère que j'ai atteint non pas un plafond, je pourrais toujours faire plus, mais j'ai envie plutôt de travailler sur un business horizontal. C'est-à-dire, mon activité fonctionne bien, je n'ai pas à me plaindre, mais j'ai envie aussi de me diversifier, de me faire plaisir, garder le plaisir en fait. Ça, c'est important dans l'activité parce que quand on fait beaucoup de coaching, on peut s'en lasser. Donc, à un Mhm. moment donné, il faut aussi se diversifier peut-être pour pouvoir garder toujours ce plaisir, cette attirance vis-à-vis des clients, de s'occuper d'eux. Ça, c'est important. Ok. Et si tu devrais faire le résumé de ta carrière, de tes 20 années là, ce serait quoi? Euh, Constance. Constance, ouais. Ouais, constance dans le rapport avec les gens. Euh, T'as jamais eu de coup de mou en 20 ans sur ton business? Si, ouais, des envies de lâcher, si, de passer à autre chose. Mais Comment on fait pour tenir 20 ans dans le même métier? euh, il faut regarder les chiffres avec réalisme. Aujourd'hui, si je devais changer de métier, je tombe, pour l'instant, en tout cas pour moi, je n'arriverai pas à trouver un métier plus rémunérateur. Voilà. Mhm. Donc, il y a deux choses. Il y a bien évidemment les revenus financiers, parce qu'il ne faut pas se le cacher, c'est grâce à ça que je vis, que je voyage. Deuxième chose très importante, le rapport avec les gens. J'ai un rapport humain avec mes clients que je n'aurais certainement pas ailleurs. Là, dernièrement, j'ai été invité encore pour la troisième fois avec un client dans son chalet à la Clusaz. Je veux dire, quel client autour de soi, dans une salle de fitness, t'invite à passer une semaine avec lui au ski? J'en connais pas. Euh, c'est des rapports amicaux. Alors, ce ne sont pas des amis. Ça, faut bien faire la distinction. Ça reste des relations, on va dire, de business. C'est-à-dire qu'ils me payent, mais rien n'empêche d'avoir un rapport convivial, amical. Et Mhm. ça, très honnêtement, j'aurais du mal à le trouver ailleurs. Donc, j'ai Ok. pas de stress. Tu vois, si je n'ai pas la boule au ventre à aller le matin au travail, j'ai pas ce problème. Ok. Donc, Et c'est ça aussi, c'est une richesse d'avoir justement des clients sympas avec qui tu bosses, qui te payent gracieusement. Je ne connais pas beaucoup de métiers comme ça, quoi. mhm. Et tu as commencé dans le domicile? Ouais. Ouais. Tu as toujours fait du domicile ou tu as testé d'autres Alors, modèles? j'ai fait un petit peu de salle. J'ai fait un petit peu de salle, donc j'ai vu aussi euh, les tenants et les aboutissants de travailler dans une structure comme une salle. On va pouvoir même en parler un petit peu, même si je ne suis pas un expert là-dessus, mais j'ai quand même mon avis. J'ai une deuxième structure pour des cours en entreprise. Donc, j'ai deux entités juridiques, donc pour le coaching à domicile et une deuxième entité juridique
pour les cours en entreprise. C'est pareil, c'est un autre business model et c'est aussi surtout un autre secteur qui a explosé depuis une dizaine d'années surtout, où d'ailleurs maintenant certains coachs sont spécialisés uniquement dans ce secteur et ils ne font que de l'entreprise. Ok. Donc Et, il y a vraiment plusieurs choses. ouais. Et du coup, dans le domicile, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Alors, le domicile, la particularité enfin, sa difficulté principale, c'est ce que j'appelle moi une communication indirecte. C'est ça la plus grosse difficulté du coaching à domicile, si on voudrait faire un parallèle avec le coaching en club. Le coaching à domicile, tu es uniquement dans une communication indirecte. J'entends indirect par le fait que tu ne touches jamais directement le client. Tu peux le cibler, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire tu fais ce qu'on appelle un persona, c'est-à-dire tu fais une description de la personne que tu as envie de toucher. Tu peux derrière l'agrémenter de ce qu'il aime, où tu peux le trouver, de ce qu'il a envie. Mais tu vas rester dans une communication indirecte, c'est-à-dire que tu vas communiquer au travers de flyers, enfin pas de flyers, évitons les flyers, mais les plaquettes qualitatives, les cartes de visite mais tu vas être chez des kinés, des ostéopathes, tu peux aussi voir avec, je sais pas moi, des clubs de tennis, des clubs de golf pour être visible, mais tu vas être toujours dans une visibilité, pareil, au travers d'une carte de visite, au travers d'un site internet, au travers d'un réseau social. Même si le réseau social, on est dans quelque chose qui est un peu entre les deux. Mais tu ne vas jamais être dans un ciblage direct. À la différence d'un coach qui va être dans un club, qui lui va pouvoir aller directement en contact avec son client. C'est-à-dire qu'il lui, il est en prospect dans sa salle, il peut être amené à se promener et aller directement vers des gens qui sont en train de faire du rameur, de la muscu, de discuter avec eux et de se vendre, entre guillemets, d'échanger, de créer du contact. C'est ça que j'appelle le contact direct. Ça, c'est l'avantage du coach en club. Et le désavantage du coach à domicile, c'est justement le fait d'être en communication seulement indirecte. C'est-à-dire qu'on va parler de lui au travers de ses clients ou au travers d'un kiné, mais jamais directement. Si demain, tu déménageais de Bordeaux et tu devais reconstruire de zéro ton activité parce que tu n'aurais pas de réseau, De Rennes. Comment? Je suis pas à Bordeaux, je suis à Rennes. Oui, non, mais si je te j'allais disais, à Bordeaux, oui, si tu allais exactement. à Bordeaux, du coup, tu étais à Rennes et tu allais à Ouais. Bordeaux. Qu'est-ce que tu ferais pour redémarrer le plus rapidement possible dans le coaching à domicile? Tu vois, je développerai quelque chose que je n'ai pas fait, qu'un de mes concurrents ici à Rennes a développé. Ça coûte de l'argent, mais maintenant, avec du recul, moi, je le ferai. Je rentrerai dans un club de jeunes entrepreneurs. Okay. J'en ai parlé dans le livre, mais c'est quelque chose qui est très peu utilisé dans notre métier parce que ça coûte beaucoup d'argent. J'ai regardé, j'ai étudié la question. Tu peux être, pour certains, à une adhésion à 700 euros dans l'année. Hein. Et puis, tu es tenu à avoir des réunions tous les semaines. Tu dois faire aussi du cooptage. Enfin, voilà. Mais c'est un très bon moyen, un très bon outil de constituer un réseau de professionnels, un réseau qui va commencer à faire parler de toi et toi, inversement, faire parler d'eux. Bon an, mal an. Hein. Certains ont un gros réseau, d'autres, toi, tu en as un plus petit. Mais je pense que j'essaierai ça, c'est-à-dire que je garderai ce que j'ai fait toujours avec les kinés, les ostéos, parce que c'est pas très utilisé par notre profession, pas assez à mon goût, ce qui est dommage. Et je développerai beaucoup plus ce système de rentrer dans un cercle d'entrepreneurs. Okay. Et là, je pense que ça irait encore plus vite. J'en connais 2, 3 qui l'ont fait et ça a très bien fonctionné. Donc, je pense que c'est quelque chose que moi-même, j'essaierai. Mais à l'époque, quand je me suis lancé, je ne connaissais pas. Et par la suite, j'ai eu des clients qui, eux, étaient dans ce type de cercle et qui m'en ont parlé. Mais comme moi, de mon côté, j'avais déjà une activité plutôt chargée,
je ne pouvais pas me permettre de laisser tomber, par exemple, un jeudi matin, parce que c'était le jeudi matin, et de voir toute une matinée de coaching disparaître pour chercher de nouveaux clients, parce que je n'en recherchais pas particulièrement plus. Mais pour des coachs qui se lancent, c'est un coût, c'est un investissement, mais je pourrais le recommander. Ok. Bon, pour l'avoir testé, moi j'en ai testé plusieurs. Certes, c'est un investissement, mais c'est vite rentabilisé parce que à l'intérieur, ce sont que des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, donc des personnes qui ont peu de temps et qui aussi souvent ne prennent pas soin d'eux. Donc ça peut être une bonne stratégie. Est-ce que tu aurais une stratégie à nous partager sur un club de fitness? Je suis coach dans un club. Qu'est-ce que tu mets en place? Alors, premièrement, je suis coach, je veux faire du coaching en club parce que j'aime ça, je ne me sens pas capable ou je n'ai pas envie de faire du domicile. Premièrement, rencontrer le directeur du club. Ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'il partage la même vision? Est-ce que pour lui, qu'un coach s'installe dans le club, pourquoi pas, mais voir aussi sa vision du service, sa vision de la qualité de la prestation. Est-ce qu'il va t'accompagner? Est-ce qu'il va t'épauler? T'épauler peut-être financièrement au départ. Est-ce que si tu commences, si tu vivotes, est-ce qu'il va tout de suite te taper sur la tête avec un salaire, et alors que toi, tu n'as même pas un seul client? Donc, discuter de toutes ces choses avec le patron, donc c'est-à-dire la vision qu'il a du métier, de la prestation, de la qualité du service, comment il voit les choses, c'est-à-dire le salaire, est-ce qu'il va évoluer en fonction de ta clientèle, et puis j'ai envie de dire aussi la catégorie du club. Est-ce qu'on a affaire à un club bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme? On en revient malheureusement encore à notre niveau de prestation de clients, mais comme à domicile. C'est toujours ceux qui ont de l'argent qui sont prêts à payer. Et quand on est dans un club haut de gamme, où on paye déjà, je ne sais pas, moi, 70 ou plus par mois, rajouter entre 100, 200 et 300 euros de coaching par mois, c'est possible. Ça ne fait pas peur à ce type de clientèle. Inversement, un client qui va dans un club où il paye seulement 20 euros, il faut se positionner dans l'esprit de ce client. S'il va dans ce type de club, pourquoi il y va? C'est-à-dire qu'il a un prix très faible, un club ouvert 7 jours sur 7, avec plein de matériel. Donc, ce qui l'intéresse peut-être à la base, c'est le prix. Donc, si derrière nous, on rentre dans ce type de club pour vendre des prestations à 50 euros ou plus, face à des gens pour qui le premier levier de choix, c'est l'argent, ça ne va pas fonctionner. Malgré un club qui va te dire, écoute, voilà, ce club-là a 2000 adhérents, ou 3000 adhérents, ou 5000 adhérents. Oui, mais ce sont 5000 adhérents et hypothétiquement qui ne payent que 20 euros, qui sont donc essentiellement étudiants, demandeurs d'emploi ou salariés à SMIC ou un peu plus, et qui déjà, venir faire du sport à 20 euros par mois, c'est très bien. Donc, leur demande est de rajouter 50 euros pour une séance ou plus, ça va être compliqué. Donc, il y a déjà une stratégie quand on choisit son club en tant que coach, c'est de ressentir aussi la population que l'on a dans le club et le feeling avec le directeur du club, le patron, parce que si derrière, tu veux, par exemple, développer ton personal training, tu n'as aucun appui des commerciaux. Les autres coachs dans le club te tirent dans les pattes parce qu'ils te voient comme de la concurrence. Automatiquement, tu vas avoir du mal à développer ton coaching. Alors que si derrière, le patron installe un état d'esprit qui va fédéraliser tout le monde, c'est-à-dire déjà le commercial, les autres coachs, qu'il n'y ait pas d'animosité entre coachs en se disant pourquoi lui il fait du coaching, pourquoi moi je ne peux pas en faire. Il faut qu'il y ait vraiment une cohésion de tout le monde et que tout le monde ait sa place. Voilà, ça c'est important. Autant à domicile, c'est plus facile parce que tu n'as pas ce genre de dilemme à avoir.
Dans un club, il faut peut-être passer par ce genre de questions. Ok, excellent. Et au niveau du pricing, toi, quelle est ta vision des choses? Comment un coach aujourd'hui doit définir ses prix? Comment il doit s'y prendre? Alors, moi, j'ai donné en fait une solution, enfin, j'ai apporté ma solution dans mon livre. En fait, c'est très simple. Je suis parti du principe où d'abord, tu dois définir le salaire que tu souhaites. Ça, voilà, c'est tout bête, mais on a beaucoup de coachs qui ils choisissent un prix en fonction de la concurrence. Ils essayent de s'aligner bon an, mal an. Et puis ensuite, ils se disent, ben, je vais gagner ma vie avec ce qui va me rester. Je pense qu'il faut partir d'un point de vue totalement inversé, c'est-à-dire qu'est-ce que je voudrais? Quelle est la cible? Qu'est-ce que je souhaite atteindre? Donc, on définit le salaire. Ensuite, si imaginons, je souhaite gagner 2500 euros par mois. Très bien. Déjà, on le multiplie par 12 et ça va déjà nous donner un ordre d'idée de chiffre d'atteinte minimum à atteindre. C'est-à-dire, tu dois obtenir 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ah, oui, mais derrière, tu dois rajouter des cotisations sociales. Bon, alors dans ces cas-là, tu as à l'URSSAF, si tu utilises le principe d'auto-entrepreneur, tu peux très rapidement rajouter 22% et hop, tu obtiens la somme supplémentaire à rajouter. Et puis derrière, tu vas encore rajouter d'autres choses, c'est-à-dire tes charges de fonctionnement, le coût de ton déplacement, ta publicité, ton matériel, la création de ton site internet. Et encore, ce sont des coûts. À partir de là, donc, tu arrives à une somme globale que j'estime aux alentours de 50 000 euros. D'accord? Ça, c'est une estimation. Donc, déjà, ça fait une certaine somme à s'imaginer. Souvent, les coachs ne s'imaginent pas que pour obtenir 2 500 euros par mois, il faudra peut-être d'abord obtenir 50 000 euros à l'année. Et en fonction de ça, on va tout découper. C'est-à-dire, comment je vais faire pour décomposer mes 50 000 euros? Je ne vais pas les obtenir en une seule fois. Donc, je vais tout simplement évaluer combien de coaching dans l'année je vais devoir obtenir pour faire ces 50 000. Donc, moi, dans mon calcul, j'avais considéré que 900 heures de coaching à l'année, ça fait environ 4 coachings à 50 euros, un peu plus, 55 euros par mois. Donc, tu vois, si tu fais ce calcul, tu pars d'une somme globale et puis tu descends petit à petit vers un coaching à 55 euros en sachant que ça te donne 4 cours par jour sur une semaine. C'est intéressant parce que ça te donne des objectifs concrets et ça va te donner les perspectives de dire, bon, il me faut combien de clients? Est-ce que j'ai atteint le nombre de clients? Est-ce que mon prix est en adéquation avec ce que je vais gagner pour vivre? C'est ça qui est important, c'est que ce côté un peu calculateur qui manque malheureusement parfois à certains coachs, c'est ce qu'il faut qu'ils développent. Il faut qu'ils cherchent à développer ce genre de calcul en partant d'un objectif global et puis petit à petit, il le décompose pour en obtenir le prix le plus juste. Alors, au début, ce qui va peut-être se passer, c'est que ces coachs-là vont se retrouver dans une situation où ce prix-là va leur faire peur. Ils ne s'attendaient pas à ce prix-là. Eux, ils pensaient 30, 40 euros. Mais malheureusement, il y a une réalité, c'est une réalité économique. Mhm. C'est quoi le pricing moyen? Moi, j'ai envie de dire qu'il a augmenté un peu. Il a augmenté un peu. Moi, je pense qu'on est facilement aux alentours de 55-60 euros. Il était un peu moins avant. Alors, tout simplement parce que déjà, les cotisations sociales ont augmenté. Il faut bien voir que chaque année, les cotisations augmentent un peu. Tu peux avoir des charges aussi qui augmentent. Tu prends par exemple quelqu'un qui décide de travailler avec un community manager parce qu'il a une page Facebook, une page Instagram, il communique énormément dessus. C'est très difficile de faire des posts régulièrement, de tout manager. Donc, imaginons que tu prends un community manager, c'est tout de suite 200, 300 euros par mois, facile, si ce n'est pas plus. Donc, il faut peut-être l'inclure dans ce prix, le prix de ton site internet. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut calculer.
Ok. Et c'est ça qui n'est pas évident pour certains coachs, c'est-à-dire qu'ils ont du mal pour l'instant au début à projeter en fait toutes les charges de fonctionnement qu'ils vont devoir avoir. Ok, top. Tu nous as parlé d'un autre modèle économique avec les entreprises. Nous, pour le tester à Dijon, ça fonctionne plutôt bien. C'est comment toi, tu t'y prends pour aller démarcher des entreprises? Et tu m'as parlé de pourquoi avoir créé une autre société, une autre entité. Est-ce que c'est plus au niveau juridique ou c'est avec quel but? Alors, justement, je pars sur cette question-là. L'idée, c'est que quand tu es coach à domicile, et si tu es, c'est là le truc, c'est si tu demandes les services à la personne. Si tu es service à la personne, tu deviens exclusivement service à la personne. Donc, tu ne Ok. peux plus, par exemple, faire des cours dans un club, donner des cours dans une association ou en entreprise. Tu es donc verrouillé avec les services à la personne. Donc, tu À ce dois en moment, fait avoir deux statuts, enfin tu deux. dois avoir de statut. Par Ok. contre, tu as un hic, bien évidemment, parce que si tu es auto-entrepreneur, ce qu'on appelle encore micro-entreprise, tu n'es pas dans la capacité d'avoir un deuxième statut. Tu ne peux pas, il faut bien comprendre que le statut de micro-entreprise, il est même apparenté, c'est la même chose que profession libérale ou entreprise individuelle. D'accord? On Ouais, est dans cette même sphère. tu peux pas faire 5 comptes auto-entreprise Tout à fait. Tout ok. à fait. Donc, la seule solution que tu as éventuellement, c'est de créer une SASU. Pourquoi? Parce que la SASU, en fait, tu es le salarié de ta propre entreprise. C'est ça, en fait, son avantage. Tu es salarié de ta propre entreprise. Donc, c'est la seule opportunité quand tu es micro-entreprise et que tu souhaites développer une autre activité, un autre statut juridique. Tu vas donc devoir créer une SASU Mhm. pour pouvoir continuer à développer autre chose. Ou alors, le principe est simple, hein, tu quittes le statut de micro-entreprise, tu deviens ce qu'on appelle profession libérale en déclaration contrôlée, et à partir de là, tu as la possibilité de créer SARL, tu peux créer une SARL à côté. C'est ce Ok. que j'ai. D'accord? Ok. Alors, pour en revenir à ta première question qui était comment, pareil, développer sa communauté, enfin, comment trouver en fait ses clients type entreprise, moi j'ai envie de dire, faut toujours partir un peu basiquement. Euh, Au culot, rien n'empêche d'aller voir une entreprise et de poser la question. Ça, c'est plus simple. C'est plus simple. J'y vais, je tape à la porte de l'entreprise, je me présente, c'est réceptif, c'est pas sérieux. C'est prendre son bâton de pèlerin, c'est compliqué, on n'a pas tous les capacités de faire ce côté un peu commercial, mais c'est une possibilité, premièrement. La deuxième, moi, c'est ce qui a fonctionné, c'est parce que dans mon réseau, j'ai des chefs d'entreprise. Mhm. Et à un moment donné, tu leur parles aussi de ce que tu sais faire en plus. Et à ce moment-là, parfois, c'est le chef d'entreprise qui te Mhm. demande est-ce que tu peux intervenir dans ma société. Donc, Ok. revenons encore à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fameux réseau. Si tu rentres dans un système de réseau de jeunes créateurs d'entreprise, de créateurs d'entreprise, tu vas être en contact avec des chefs d'entreprise. Donc, tu vas peut-être les avoir à la fois comme clients particuliers et puis, dans un deuxième temps ou dans un premier temps, ça va dépendre un petit peu de leur vision des choses, les démarcher sur un plan entrepreneurial, c'est-à-dire donner des cours dans leur entreprise. Ouais, qu'est-ce que tu leur donnes comme service, toi? Qu'est-ce que tu leur vends? Voilà, du cours particulier, du cours collectif. Cours collectif. Ok. Ouais, c'est alors tout simplement parce que il faut satisfaire, faut satisfaire la majorité des gens. Donc à ce moment-là, je pense que sur un plan financier, si on, on disait allez, on offre à chaque salarié une séance de cours particulier, ça pourrait être possible, mais ça dépend du budget du chef d'entreprise. Donc si le Mhm. chef d'entreprise considère que déjà une prestation d'entreprise peut être payée plus cher, généralement, il va quand même avoir une vision plutôt de cours collectif. Peut-être la différence que je vais appuyer là, il m'est arrivé d'avoir des entreprises qui avaient leur propre petite salle de muscu. D'accord? Donc, dans cette différence-là, c'est-à-dire pour une entreprise qui a une structure de gym mais classique, c'est-à-dire cours collectif, du petit matériel à disposition, on fait ça. Mais il y a certaines salles qui ont aussi leur propre structure c'est-à-dire ils ont tapis de course, une machine de muscu, des tapis pour faire des abdos. À ce moment-là, en fait, tu te transformes en prof de salle
comme on connaissait classiquement. Et là, tu peux proposer un peu d'accompagnement. C'est-à-dire que généralement, tu as une durée. On te dit, bah, voilà, tu proposes tes prestations de, je sais pas moi, de midi à 14 heures. Et pendant 2 heures, tu vas proposer soit des petits circuits training, soit de proposer un suivi individualisé ou du conseil individualisé, mais de manière sporadique à toutes les personnes qui passent dans le club, dans la salle. Voilà, ça peut être une solution. Ok. Et il y a une question aussi qui revient fréquemment, c'est comment tu prices, enfin comment tu fixes un prix en entreprise par rapport à un business, enfin par rapport à un business de coaching classique. Alors, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste un choix, une politique commerciale. Moi, souvent, certains coachs se sont dit, une entreprise a plus de moyens qu'un coach, qu'un particulier à domicile, donc elle va payer plus cher. C'est une vision. Très bien, c'est une vision. Moi, je pratiquais déjà des prix, je suis déjà à 70 € de l'heure pour des particuliers. Mon temps est le même. Ma prestation, ma qualité de prestation, au final, elle varie pas tant que ça entre donner un cours particulier et donner un cours collectif. Mon implication est le même, mon énergie, ma volonté est la même, donc j'ai pratiqué le même prix. C'est tout, c'est un choix, c'est une stratégie. Par contre, certains vont dire, bon non, comme c'est une entreprise, moi je demande 10, 15, 20 € de plus. C'est un choix. Et puis, il y en a d'autres qui proposent une stratégie au nombre de personnes. C'est-à-dire, s'il y en a 10, c'est 10 € par personne. S'il y en a 15, ça leur permet d'avoir à ce moment-là un taux horaire plutôt favorable. Mais moi, moi, c'est mon avis, je suis assez négatif avec ce genre de choses parce que tu peux te retrouver avec des fluctuations de taux horaires qui sont que, tiens, on n'était que 4 aujourd'hui. Ah. Et puis la semaine prochaine, on n'est que 2. Et puis après, tu te retrouves à 10. Donc, tu as une fluctuation comme ça de coûts qui peut varier quand tu choisis, quand tu fais le choix de prendre un taux horaire en fonction du nombre de personnes. Donc, moi, je pars du principe que tu as un taux horaire qui doit être tout le temps le même, puisqu'en fait, tu vends ton temps. Donc, si tu es là, si tu es en acte de présence, tu es là je sais pas, de midi à 14 heures, eh bien, tu factures de midi à 14 heures. Qu'il y ait une personne ou 2 ou 10 ou 15, c'est le même taux horaire. Ok. Voilà, c'est un choix. Après, certains coachs vont te dire, non, moi je profite, on est 20 personnes, je facture à 10 € par personne, clac, ça me fait 200 €. Très bien, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, le jour où il tombe à 4 personnes, ça lui fait plus que 40 €. Donc, l'un dans l'autre, je pense que c'est des choix. Il n'y a pas de… tu peux partir du même principe, comme j'ai donné le calcul à domicile. Hein. Tu choisis dans un premier temps les revenus que tu souhaites obtenir. Tu choisis ensuite les cotisations sociales, le calcul de tes cotisations sociales, plus le calcul de tes charges de fonctionnement. À partir de là, ça va te donner un taux, de toute manière, qui va être à peu près similaire. Yes. Voilà. Après, je ne sais pas quelles sont pour toi les autres visions que tu avais. Moi, non, moi, c'est les miennes. Maintenant, elles se défendent. Tout le monde peut défendre en fait son prix. Et c'est ça c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire le podcast. C'est la réflexion de chacun, et ça permettra du coup aux coachs qui écoutent différents courants de pensée de faire entre guillemets leur propre entre guillemets récap, et de choisir la solution qui leur convient la mieux, quoi. Voilà. De toute façon, on va dire dans le coaching, dans le business de manière générale, dans le prix, en fait, pour moi, le prix, tu vois, toi, tu peux dire un prix. Moi, je peux je peux avoir un rendez-vous avec la même personne et lui proposer un autre prix. En soi, pour moi, voilà, le prix est très subjectif. Donc, il est subjectif parce que on en revient toujours selon la catégorie de personnes que tu côtoies. Moi, j'ai un copain qui est coach sur Paris. Il est au minimum à 100 €. Ça ne pose pas de problème aux catégories de gens qui côtoient. Et je sais que je connais un coach qui était du côté de Nantes. Alors, il touchait une catégorie et un client en particulier. Il était à quasiment 500 € de l'heure.
Mhm. Donc là, on est dans du rarissime, il ne faut pas exagérer, on ne les rencontre pas. Donc c'est là aussi, en fait, il faut peut-être à un moment donné, par rapport à toutes ces notions de prix, toutes ces catégories de prix, revenir à quelque chose d'essentiel. Où êtes-vous? C'est-à-dire, si tu es à Paris, dans le 16e arrondissement ou dans le 7e arrondissement, tu peux, selon ton réseau et ta capacité à pénétrer ce réseau, Mhm. être en demande de clients à 200, 300, 400 euros. Ça ne fera pas peur. Mais Mhm. parce que tu as percé ce réseau, tu es situé dans ce réseau. Si tu es, comme ici à Rennes, des clients capables de payer 200, 300, 400 euros, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. On va Mhm. peut-être en avoir un ou deux, parce qu'on a des grosses fortunes quand même sur Rennes, mais on ne va pas en avoir beaucoup. Donc, il faut tout de suite se mettre à la page en fonction du public. Et si je descendais dans une autre ville de moindre importance, plus petite, avec des Tu as revenus le président du sociaux, Stade Rennais déjà que tu pourrais avoir. je ne le connais pas personnellement, malheureusement. Mais par contre, j'ai été régulièrement invité en salle VIP au Stade Rennais où qu'est-ce qui se passe? Je croise ma clientèle. Et là, Ouais. souvent, les clients me disent, tu as été invité par qui? Parce que c'est ça, ils veulent savoir par qui j'ai été invité. Et là, ils découvrent que s'ils me croisent, ils se connaissent. Et ça, c'est un Mhm. truc, c'est-à-dire que je suis dans un réseau où ils se connaissent tous. Mhm. Et je peux faire le lien avec tous mes clients. Je pourrais très bien faire une espèce de toile d'araignée et mon cercle de clients se connaissent tous de près ou de loin. Ça, c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est-à-dire votre persona, votre profil client, qui est-il? Rentrez dans ce cercle de clients-là. Mhm. À partir de là, vous allez tout de suite voir. Alors, par exemple, tu vois, prenons cet exemple de rentrer dans ce cercle. Si j'étais à 20 ou 30 euros de l'heure, bon, des clients diraient, OK, pas de problème, c'est le prix qu'ils demandent, je le paye. Mais tu sais que, Andy, j'ai eu des clients qui sont loin d'être bêtes. J'ai des avocats, j'ai des experts comptables, et ils s'amusent. Et ils s'amusent parfois à calculer combien toi tu peux gagner. Donc, ils me demandent combien je donne de cours à peu près. Et ils connaissent leur taux horaire. Donc, ensuite, ils font un petit rapport. Mhm. Est-ce qu'ils sont là derrière à te dire, oh ben dis donc, vous gagnez bien votre vie si vous faites, je ne sais pas, 7, 8 cours par jour au taux horaire que vous demandez, à la fin du mois, ça doit être sympa, parce qu'en plus, vous n'avez pas beaucoup de charges. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont te dire, je vous paye trop cher. Bon, Pas après, du tout. des personnes comme ça qui sont eux également indépendants ou freelance, ils ont de toute façon cette vision-là. Donc, à Ils partir de là. comprennent. Et par contre, Andy, ils ne comprendraient pas un coach qui est à 20 euros parce qu'eux feraient rapidement leur calcul Mhm. et ils finiraient par te dire en disant, mais comment tu peux vivre? C'est même ton client qui pourrait finir par te dire comment tu peux vivre. Et je pense que quand on connaît certains tarifs de certains coachs, on se dit, mais est-ce que vous vivez de votre métier? Alors, au début, on a la flamme, hein. On est super content, on adore ce qu'on fait. Mais quand moi, par exemple, au bout de 20 ans, si j'étais encore à avoir des difficultés à boucler mes fins de mois, malgré le plaisir du métier, le relationnel avec les gens, je pense que le bonus d'avoir un bon salaire à la fin du mois n'est pas négligeable pour pérenniser son métier. Mhm. Moi, je me souviens qu'en 2000, je sais plus, 2005, quand je commençais enfin, au tout début en tant qu'indépendant, c'est un client qui m'a donné plus cher et il m'a dit t'es pas assez cher, il faut que tu augmentes tes prix, quoi. Et tu vois, c'est là où en fait tu as des déclics quand tu oses pas pricer cher. Des Non. fois, c'est certains de tes clients, entre guillemets, te donnent Parce que une leçon. tu étais dans une catégorie de clients qui à la fois t'appréciaient, euh, sont reconnaissants et ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, Ouais. qui Non, n'allait mais pas. c'est. Donc, c'est pour ça que c'est. Alors, maintenant, c'est expliquer ça à nos jeunes coachs qui s'installent. Après, tout dépend un peu du milieu social dans lequel tu as évolué. Plus malheureusement tu viens d'un milieu social relativement bas, eh bien, plus la compréhension du prix est compliquée à admettre et à accepter. Ça, il faut, quand on vient, je sais pas, d'un milieu, moi mes parents étaient ouvriers,
Aujourd'hui, voir combien je fais payer, c'est complètement hallucinant. Moi, j'ai des clients, ils me sortent un chèque quand je leur demande de payer 20 séances, ils me sortent un chèque pour 20 séances. Ils ne vont pas le couper en plusieurs, me demander s'ils peuvent avoir un rabais, ils ne vont pas me demander si on peut avoir une réduction. Ils ne demandent rien. Ils Mhm. sortent le chèque, ils font le chèque complet et fini, basta. Donc, automatiquement, aujourd'hui, moi, j'ai un rapport à l'argent qui est différent de ce que l'ont vécu mes parents. Mhm. Donc, c'est aussi toute une adaptation, une capacité à admettre, à comprendre qu'on n'est pas dans le même cercle. Et donc, automatiquement, la notion d'argent n'est pas la même. Non, on en a parlé pas mal dans ce podcast déjà avec certains, le rapport à l'argent, le mindset et tout. C'est vrai que c'est un gros travail à faire sur soi parce que ça peut débloquer beaucoup de choses. Qu'est-ce que toi, ça a changé ou quelle est ta vision des choses par rapport à ce qu'on a connu là depuis 2 ans, qu'on a appelé la Covid, par rapport à notre business? Alors, euh, j'ai failli devenir un petit con. Ou un vieux con, on va dire. Pourquoi? Parce que c'est comme tout, est venu débouler quelque chose quand on n'est pas habitué qui dérange. D'accord? Donc, quand on a déjà installé un business, moi-même, en fait, j'ai dérangé, il y a 20 ans, j'ai dérangé ceux qui ne connaissaient pas ce métier. Moi, je me souviendrai toujours du patron de la salle dans laquelle je travaillais, où au bout de 2 ans, 3 ans, je lui ai dit, bah, c'est bon, j'ai suffisamment de clients, je m'en vais. Il me dit, mais ça ne marchera jamais, arrête, laisse tomber. Aujourd'hui, la salle a fermé, elle a été rachetée. Lui a changé de métier, il n'est plus du tout dans le sport. Je crois qu'il vend des assurances. Et moi, je suis toujours là. Donc, c'est-à-dire que il était le vieux con déjà où il ne voyait pas l'évolution les prémices. Donc, je reviens à ce qu'on dit par rapport à la Covid. J'ai failli avoir cette vision-là. Maintenant, je ne changerai pas. C'est-à-dire que demain, est-ce que je vais me transférer et devenir coach digital? Non. Pourquoi? Parce que j'ai un business model, tu en parlais, il est là, il est établi. Donc, je ne vais pas le changer. Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied. J'ai des très bons revenus et je ne vais pas tout d'un coup tout casser pour repartir à zéro. Je préfère partir à zéro sur un projet nouveau que de casser déjà mon business model. Tu Mhm. comprends? Mhm. Par contre, prenons l'exemple des nouveaux coachs qui veulent s'installer. Je dis oui, là, il y a quelque chose à faire. Maintenant, attention, c'est un business model qui est peut-être un peu plus rapide et un peu plus compliqué. J'entends. Qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que c'est toujours ça maintenant quand j'entends coach en ligne, coach en ligne. Mais ça veut dire quoi, coach en ligne? C'est quelqu'un qui fait de la programmation et qui vend du programme. C'est quoi? C'est du one-to-one, mais uniquement à distance, ou c'est du cours collectif? Certains te diront, mais c'est ça. D'autres te diront, c'est les deux. D'autres te diront, c'est les trois. Donc, on en revient, tu vas voir, Andy, on va en revenir à la même possibilité de coaching quand tu dis je suis coach personnel. Mais où? En studio? En club? À domicile? Tu es expert? Tu es plutôt généraliste? Tu vois, on va retrouver les mêmes problématiques, c'est-à-dire que demain, un coach qui dit je suis un coach en ligne, ok, mais un coach en ligne qui fait quoi et c'est quoi son positionnement? Et je pense que la problématique va être la même avec. Alors moi, j'aurais un peu peur parce que ça va être une bataille sur les réseaux sociaux. Donc, ça va être une grosse bataille à qui va être le plus visible, hein. On est toujours dans cette guerre-là de la visibilité qui va ressortir, qui va être le plus visible. Donc, on va peut-être se retrouver avec des publicités de plus en plus alléchantes, avec des résultats de plus en plus mirobolants. Pourquoi? Parce qu'on veut attirer, attirer, attirer et dire bah, venez, venez, soit m'acheter mon programme, soit venir faire mes cours en ligne. Après, pour le coaching en visio, je te donne un autre exemple. Tu vois, la dernière cliente que j'ai eue qui vient de Bruxelles, euh, son mari fait du coaching. Donc, on est dans une situation où moi, je donne des cours en présentiel à cette cliente. Eh bien, son mari qui adore son coach bruxellois, eh bien, il continue 2 fois par semaine à le voir, mais plus à domicile, mais en visio.
Mhm. Donc, tu imagines qu'on est aujourd'hui dans un business model, c'est-à-dire, alors, j'ai quand même pris sur moi, j'évolue aussi dans ma façon de voir les choses parce que je n'ai pas besoin de me battre avec ça. On est dans une catégorie aujourd'hui de clients qui vont être capables de payer. Moi, j'ai une cliente, elle paye un club de gym. Elle va dans ce qu'on appelle un club Elancia. Et elle me prend mes cours particuliers. Moi, j'ai une autre cliente qui prend mes cours particuliers et qui suit des cours de yoga en ligne. Et donc là, dans cette clientèle, j'ai une cliente, son mari est à côté et il fait ses cours de coaching en visio. Ouais, Donc, ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mode de consommation a changé et bon, totalement. je leur dis souvent, il y a 350, je crois, un truc comme ça, 350 millions de francophones dans le monde. Donc, il y a quand même des opportunités de business, tu vois, il y en a pour tout le monde. Et comme tu le disais au tout début, c'est que si on fait du one-to-one, on n'a pas besoin de 100 clients, tu vois. Non. Donc Maintenant, après, il faut aussi, il y a des bons côtés, des mauvais côtés. Quand on a été dans la période de Covid, les premiers confinements, deuxième confinement, euh, je me suis mis au coaching en ligne euh, parce que c'est une cliente qui m'a dit, elle ne voulait pas arrêter ses séances. Elle m'a dit, bon, ben voilà, demain, c'est le confinement, tout le monde reste chez soi. Est-ce qu'on peut continuer en ligne? Et j'étais dans ma tête, j'ai dit, bah oui. Alors, moi, j'ai dit oui. Je connais des coachs qui ont dit non. J'ai des copains qui n'ont pas bossé une seule fois avec leurs clients de domicile, transférés en clients. Alors, j'ai envie de te dire que peut-être le hic, c'est les coachs en club de fitness. Pourquoi? Parce que leur capacité d'adaptation est peut-être un tout petit peu limitée parce qu'ils utilisent beaucoup la presse à cuisse, le bench, faire du développé couché, du lourd. Et que là, tout d'un coup, ils se disent merde, je n'ai plus ça comme outil de travail. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Un coach à domicile, peut-être que ce qui peut le sauver, c'est cette capacité à travailler avec rien du tout. Et donc, il se dit, bah, hop, c'est bon, j'y vais. Tu me prends un bâton, une chaise, une petite paire d'haltères qui traîne à la maison et c'est parti, on y va. Donc, alors, je dis pas qu'un coach en club ne peut pas le faire. C'est juste sa capacité de raisonnement à dire, je m'adapte, je ne m'adapte pas. Et moi, je me suis adapté au coaching en ligne. Par contre, tu vois ce que je vais te dire, j'ai trouvé ça super fatigant. Enchaîner 4 clients en ligne. Alors, je gagnais du temps, j'avais plus de déplacement, donc j'ai trouvé ça génial. Mais par contre, qu'est-ce que c'est usant? C'est fatigant au travers d'un écran de coacher. Donc voilà, ma vision, c'est que j'aime bien. Je le fais de manière opportune de temps en temps quand un client est en déplacement ou qui ne peut pas. On le fait encore de temps en temps, mais je ne ferai pas que ça. Parce que Mhm. c'est fatigant, c'est usant. Ok. Bah, c'est mon ressenti. Certains te diront, mais non, c'est pas usant, c'est pas fatigant. Il n'y a aucun problème. Mais l'avantage, c'est que tu gagnes du temps. Ça, c'est clair et net. Tu gagnes du temps. Et alors, pareil, reparlons du positionnement du prix, comme on peut le dire. Moi, je suis parti d'un principe très simple, hein. J'ai fait payer le même prix. Donc ça aussi, ça a été un sujet de discussion avec d'autres coachs. Certains coachs baissaient le prix en te disant, mais bah ouais, on est en ligne, donc je suis pas à côté d'eux. Ouais, mais ton acte de présence est là. Tu es toujours présent avec lui. Tu discutes, tu prépares sa séance, tu le corriges verbalement. Est-ce que tu as donné des cours Les Smith, Andy? Oui, oui, ouais. Bon, tu te souviens, tu t'allais toucher les gens, les corriger parce que quand tu donnes un cours body pump, body combat, body attack, tu peux pas. Donc, Mhm. tu fais de la correction verbale et tu fais de la correction en indiquant telle ou telle chose. Bon, bah, tu fais la même chose. Mhm. Donc, je considérais que le prix était le même. Alors après, certains clients n'étaient pas d'accord. Pas de problème, on n'a pas travaillé pendant la période de confinement. Et Mhm. puis, par contre, quand il y a eu la deuxième période de confinement, bah, autant je donnais une douzaine de rendez-vous par semaine. Donc, c'était loin d'être le planning que j'ai habituel. Et par contre, au deuxième confinement, j'avais doublé, j'avais quasiment entre 20 et 25 rendez-vous par semaine. Parce qu'il y Mhm. avait eu aussi une compréhension des choses en disant, premier confinement, j'ai rien fait. Donc, je préfère quand même vous avoir en distance que ne rien faire. Mhm. D'accord? Donc, je pense que c'est encore. Alors, tu vois, ça va être encore une autre clientèle. C'est-à-dire, c'est la clientèle qui
qui veut du contact. Elle est loin. Aujourd'hui, tu vois, je donne un cours de pilates. Je vais en donner un tout à l'heure là, à 19h. Donc, j'ai une structure et tu vois, je suis dans un système mixte. C'est-à-dire que mon cours de pilates, j'ai six clients, dont une qui habite à Chamonix. Et elle a quitté Rennes, ils sont partis, ils ont déménagé à Chamonix. Elle m'a dit, mais moi, je veux tes cours, je veux continuer à travailler avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, bah, écoute, ça sera le même prix, mais je connecte mon téléphone, j'ai un pied, j'ai un machin, clac, et on fait la distance. Et toi, tu es à Chamonix et c'est parti. Elle m'a dit, OK, on y va. Et aujourd'hui, je vais te dire, Andy, j'ai des gens dans ce cours de Pilates. Je peux un jour avoir 5 personnes devant moi, plus ma cliente à distanciel, et un jour avoir une personne ou deux en présentiel et tous les autres sont connectés. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, écoute, Christian, je peux pas là, j'ai un déplacement ou oh là là, c'est l'hiver, il fait froid, j'ai pas envie de sortir de la maison, je reste à la maison et on fait les séances en distance. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ça qui est énorme aussi. Et voilà. Donc, automatiquement, j'ai le même quota de clients ou en présentiel ou en distanciel. Alors, c'est jouable sur un tout petit volume hein, parce que, bien évidemment, je vais scruter mon écran pour vérifier aussi, essayer d'apporter la même qualité de prestation, de regarder s'il fait son placement, de lui apporter correction et autres. Donc, ça, c'est intéressant sur un volume, j'ai envie de dire, du grand maximum 10 personnes. À ce moment-là, tu as un écran de tablette ou un écran d'ordinateur, tu as Zoom, et à ce moment-là, tu peux donner un coup d'œil comme ça. Mais au-delà de 10 personnes, là, par contre, tu vas rentrer dans le principe d'un cours collectif sans correction. C'est-à-dire tu fais ton cours, tu n'apportes pas réellement, tu apportes des consignes, hein, on est d'accord, hein, on est professionnel, mais tu ne peux pas aller individualiser ta correction. Okay. Mais c'est tout à fait jouable. Donc, on va encore avoir des niveaux de prestations et de qualité qui vont être différents. Et donc, les prix seront en fonction, en conséquence. À quoi ressemble une journée de travail de Christian Françoise? Oula, alors, en ce moment, je suis un peu plus content. J'ai plus de clients à 7 heures du matin. J'en ai qu'un. Mais il y a eu une période où tous les matins, j'étais pris à 7 heures du matin. Tous. C'est usant, c'est fatigant, surtout quand tu enchaînes. C'est 6, 7, 8 clients. Là, j'ai par jour. Le lundi, pour l'instant, tu vois, j'ai un client, j'ai 2 clients blessés. J'en ai un qui s'est blessé, il s'est cassé 2 côtes. Donc, le lundi, ça devrait être 9 rendez-vous dans la journée. Et là, on va dire que je suis content, j'en ai que 7. Tu as combien en moyenne de coaching par semaine? Là, je calcule, je suis entre 35 et 40. Ah oui, ok. Voilà. Donc, alors, quand je dis coaching, dedans, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4-5 cours en entreprise. D'accord? Donc, 4-5 cours en entreprise, 4-5 cours collectifs, on va dire, et tout le reste, c'est du coaching. Donc, je travaille que du domicile en plus, donc tu as les déplacements et tout. Ça te fait des bonnes semaines du coup. Ça me fait des très bonnes semaines, c'est-à-dire que je travaille le samedi aussi. Je travaille le samedi matin. Donc, le samedi, j'ai entre minimum 2 et jusqu'à 4, voire 5 rendez-vous. Après, il y a tous les aléas. Donc, ça fait des bonnes journées. Hein. Ça peut faire du 8 heures le matin, 20 heures le soir avec une coupure de 1 ou 2 heures. Quand je dis une coupure, une vraie coupure, c'est-à-dire que j'ai 1 heure devant moi. Ouais. D'accord. Voilà. Après, attention, on n'est jamais à l'abri des annulations parce que ça existe. C'est monnaie courante. Je te donne un exemple. J'ai un client actuellement qui fait du placement financier. Bon, en ce moment, je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que avec la guerre, avec les problématiques de bourse, eh ben, il est à 100% là-dedans, donc je ne peux pas le voir. J'ai d'autres clients. Alors, j'ai une catégorie de clients plutôt seniors aussi. Donc ça, ce sont des clients
qui ont une tendance à beaucoup voyager. Donc, c'est une clientèle qui va tout d'un coup, j'ai une clientèle qui va me dire, bah là, on n'est pas là, cette semaine, la semaine prochaine, on est à l'île Maurice. Puis là, dans 3 semaines, un mois, on va être reparti, je sais pas, moi, ailleurs. Donc, il faut aussi, donc je peux avoir tout d'un coup 30, 35 rendez-vous, et puis tout d'un coup, je vais monter à 40. Et puis après, je vais avoir des périodes plus cool, comme l'été, où là, la majorité de toute ma clientèle va être partie, j'ai envie de dire, ça commence à décroître à partir du 15 août, puis ça reprend à partir de fin août. Et là, je vais être un mois et demi peinard. Mais je vais bien être content parce que j'aurai tellement fait d'heures dans l'année qu'avoir des périodes creuses, ça ne va pas me déplaire. Ok. Et comment tu fais pour progresser tous les jours? Alors, progresser comment? Qu'est-ce que tu entends par là? T'améliorer dans ton coaching, comment tu fais t'améliorer dans ton entreprise, comment tu gères tout ça? Euh, J'essaye d'être plutôt à l'écoute de mes clients. Comme je disais, tu vois, c'est la constance. De rester constant, de ne pas avoir de saut d'humeur, de garder mes problèmes si j'ai des problèmes pour moi, d'être plus à l'écoute des problématiques de mes clients, parce que malheureusement, on peut avoir des clients qui subissent des cancers ou des petites problématiques familiales ou autres, d'être plus à l'écoute. Sur le plan technique, toujours de regarder un peu ce qui se fait à droite, à gauche. Tu vois, j'ai fait une formation sur les points gâchettes, tout ce qui est trigger point, il y a 2 ans, parce que c'est un petit truc que j'ai apporté à mes clients. Je m'étais formé en pilates il y a quelques années, c'est une bonne chose. Là, si j'avais une recommandation, je me formerais en yoga, parce que c'est à la fois parce que je trouve ça bien et à la fois parce que c'est aussi une demande de ma clientèle. Donc, sur le plan qualitatif, sur le plan technique, j'irai sur ce genre de choses. Et après, je sais pas si j'ai besoin d'améliorer certaines capacités humaines, certainement, mais en tout cas, celles que j'ai aujourd'hui, actuellement, conviennent en tout cas à ma clientèle. Ok. Donc, c'est plutôt, tu vois, comme on en revenait à avoir plutôt des projets longitudinaux. Alors, comment tu joues C'est-à-dire, avec 40 coachings, donc plus comment… c'est Ouais. compliqué. C'est compliqué, c'est-à-dire que euh, euh, là, j'ai envie de faire un peu de la formation. Donc, je vais voir ça avec une personne qui a déjà un centre de formation, mais qui fait davantage des formations pilates. Et puis, moi, j'apporterai mon lot de complémentaires en faisant autre chose. J'interviens, tu connais bien Didier Reiss. Mhm. Alors, on va dire que je m'accorde de temps en temps cette pause-là où je vais intervenir à Lyon et j'ai été demandé aussi à Plessis-Belleville dans une école pour parler du métier. Alors, Mhm. bien évidemment, pour moi, ça me coûte un peu puisque sur 2 jours, c'est pas le même taux horaire, donc je gagne moins ma vie. Mais quelque part, c'est une forme de respiration. Tout d'un coup, j'ai le plaisir de transmettre, j'ai le plaisir de donner. Ça, tu vois, c'est quelque chose, quand tu as ça au fond de toi, que ce soit un client, que ce soit un élève, un BPGEPS, ça reste toujours un plaisir. Et Mhm. le taux horaire, hein, finalement, est anecdotique. Donc, de temps en temps, c'est toujours avoir le plaisir de donner, de transmettre, voilà. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Tu vois, c'est une amélioration longitudinale où je vais, comme ça, greffer 3, 4 jours dans l'année d'intervention extérieure. Ok. Et du coup, tes autres projets, qu'est-ce que tu aimerais développer autre que la formation et que des coachs également, parce qu'aussi c'est le sujet un petit peu et il n'y a pas forcément que de donner des sessions de coaching. Et du coup, moi, je te rejoins sur le fait de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, d'avoir différentes sources de revenus.
Qu'est-ce que tu as Après, d'autre comme… ouais. ouais, alors, il y en a beaucoup. Maintenant, il y a certains coachs qui se sont spécialisés justement, entre guillemets, en développement j'aurais presque envie de dire, de développement de patrimoine, d'accord? Donc, investissement immobilier, placement boursier. Ça, c'est pas mon domaine. Donc ça, je ne vais pas me permettre de donner des conseils là-dessus. Je pense qu'il faut à ce moment-là se tourner vers quelqu'un qui en a la capacité. C'est-à-dire, soit on a la chance dans le giron de sa clientèle d'avoir un gestionnaire de patrimoine, un agent immobilier avec qui on va peut-être échanger et à Mhm. qui il va te dire, bah, tiens, là, il y a telle ou telle opportunité. Euh, Tu fais un petit peu d'IMO, de bourse, de choses comme ça? De Bourg, j'en fais un petit peu. Ouais. Immobilier, ben, pour l'instant, j'ai ma maison qui est quasiment finie payée, donc je vais commencer à envisager d'autres choses. Je ne l'ai pas fait avant, Mhm. mais voilà. Et puis après, j'ai d'autres projets plus personnels qui sont en dehors du métier du fitness Mhm. que je vais essayer d'approcher. Et puis voilà. Mais il, il- il faut que ça, alors, j'ai envie de dire, il faut que ça reste un plaisir. Mhm. Ça Comment t'en reste es un venu plaisir. à écrire un livre? Ah, il est venu par une erreur. C'est-à-dire il y a plus de 15 ans, un coach à Paris que je connaissais, enfin, que j'ai aidé en fait à s'installer. Je l'avais poussé à s'installer puisqu'il avait du mal et il voulait monter en fait une franchise de coaching. Et bizarrement, je sentais que ça partait mal parce que il n'avait pas choisi enfin, voilà, pour te dire, il voulait monter une franchise de coaching. Il était sur Paris et pour lui, le seul point de communication, c'était le bouche à oreille. Parce que pour lui, ne marchait que le bouche à oreille. Je lui dis, c'est un peu léger parce que si un jour tu as des coachs qui sont en province ou ailleurs, s'ils comptent que sur le bouche à oreille, la qualité de leurs prestations, ça va peut-être pas fonctionner. Donc, moi, j'avais commencé à préparer des choses en ce sens pour l'aider, l'épauler dans sa franchise et puis s'associer. Et puis, finalement, ça a capoté. Ça a capoté. Et donc, je me suis retrouvé avec toute une masse d'écrits, de choses. Et puis, je me disais, mais j'avais toujours des gens qui me contactaient sur des forums ou autres pour me demander des conseils. Et puis, je me dis, bah, pourquoi pas passer à l'étape de dire, bah, passons à l'étape d'écrire quelque chose. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré l'éditeur de Didier Race pour lui parler du projet. Et puis, il m'a dit, bah, pourquoi pas. Donc, j'ai travaillé là-dessus, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, Ça t'a pris combien voilà. de temps? Ça m'a pris quelques années. Ouais. Parce que, voilà, ça a pris quelques années parce que justement, comme tu dis, quand tu donnes déjà beaucoup d'heures, moi, j'écrivais ça le soir, j'écrivais ça le week-end. Il y a eu des périodes où ça a été usant et fatigant de se mettre là-dedans. Donc, tu prends un peu de recul, un peu de retrait, puis tu te relances. Et puis voilà. Mais c'est pas évident. Je peux l'accorder que tout faire conjointement, c'est le plus difficile. C'est avoir un métier qui prend beaucoup de temps. Alors, on pourrait très bien dire, tu délègues. À ce moment-là, tu prends d'autres coachs et puis ils travaillent pour toi. Bon, il y a d'autres problématiques qui apparaissent à ce moment-là, c'est-à-dire la problématique sociale, la réglementation aussi. Il y a quelques problématiques de coachs qui s'amusent à embaucher sous statut comme en micro-entreprise et qui sont parfois à la limite de la légalité parce qu'en fait, c'est du salariat déguisé. Donc, il faut faire attention à ce genre de prestations, sans compter après bah, les sempiternels coachs qui travaillent pour quelqu'un et puis qui finalement disparaissent avec le, avec le client. Mhm. Donc, ça existe. J'en avais parlé, je ne sais pas si tu connais Thierry Brodel. Oui, je connais ouais, de nom. Ouais. Voilà, qui était coach à Paris. On avait échangé, on avait discuté. Et donc, il y a quelques années, où il avait monté sa société de coaching, il avait plusieurs clients. Et donc, à un moment donné, il ne pouvait plus s'occuper. Il avait donc délégué des coachs. Et puis, bah, à un moment donné, il a fini par arrêter parce que il y avait des complications, des difficultés comme ça à faire en sorte
le coach reste fidèle pour lui et que son client reste aussi pour lui. Tu vois, ça, c'est des problématiques qui apparaissent. Et donc, à ce moment-là, tu rentres dans une autre dimension. Hein. Mhm. Tu fais plus de coaching, mais finalement, tu fais de la gestion sociale. Tu dois aussi être en recherche de clients parce que tout simplement, tu as un chiffre d'affaires et tout d'un coup, tu as de la charge. Et là, de la charge sociale qui se rajoute. Mhm. Donc là, tu vois, à ce moment-là, c'est autre chose. C'est est-ce que tu as toujours l'âme d'un coach et tu aimes ça et à ce moment-là, tu sais où est ta limite. Moi, ma limite, elle est là et je n'irai pas employer d'autres personnes pour travailler pour moi. Ou est-ce que tu as l'âme purement d'un chef d'entreprise et à ce moment-là, c'est-à-dire le coaching, c'était une amorce, mais toi, ce que tu aimes, c'est diriger, organiser, trouver des clients, faire du marketing. À ce moment-là, tu prends des coachs qui bossent pour toi et toi, ton objectif, c'est de développer ta boîte. Mhm. C'est un choix. C'est Ouais. vraiment un choix stratégique. Les deux sont acceptables, Sont sont viables et viables, acceptables, super. voilà. Mhm. Mais tout dépend en fait de toi, de ta vision des choses et comment tu te situes là-dedans. Ok, super, super, super. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander ou un podcast ou une ressource? Alors, bien sûr, ton livre. Ouais. Bon, le livre, ok. Qu'est-ce que je pourrais. Bah, déjà, ton podcast, parce que déjà, on parle. Et je pense que déjà, ça doit faire prendre conscience aux gens. Euh, ah. On m'a posé la même question, tu vois, c'est amusant, il n'y a pas très longtemps. Et, et moi, j'ai répondu qu'en fait, moi, c'était discuter, échanger avec mes clients. C'était eux qui m'apportaient parce qu'ils ont leur vécu. Et en fait, enfin, moi, c'est mon sentiment, j'apprends plus en échangeant avec les gens Mhm. qu'au travers d'un livre. Alors, des livres, j'en ai lu. J'ai lu dernièrement des choses sur les biais cognitifs, les choses comme ça. C'est intéressant, ça permet, mais ça me donne qu'une vision large. Ça ne m'apporte pas tous les jours quelque chose de concret dans mon métier. Euh, Tu vois, ce que m'a dit il y a quelques mois un de mes clients, tu vois, je l'ai gardé pour moi et je vais vous le donner. Ne refuse jamais, même quand tu es super booké. Il m'a dit ça, il m'a dit, et Christian, ne dis jamais à tes clients que tu es booké, que tu peux plus prendre personne. Ne le dis jamais. Pourquoi? Parce que tu seras jamais à l'abri qu'un jour, bah, tu as une petite baisse d'activité, tu as deux, trois clients qui sont partis, et puis voilà. Et si tu as laissé dans la tête l'esprit à tes clients que tu étais booké, ben, ils vont plus te recommander. Parce que tout simplement, ils se disent, bah, c'est bon, Christian, il a du boulot, il a du boulot. Donc pourquoi en parler autour de moi? Donc vaut mieux refuser. Et tu vois, dernièrement, j'ai filé des clients à un autre coach parce que j'ai pris quelques stagiaires pendant quelques années. J'ai eu des stagiaires qui m'ont accompagné dans mon métier parce qu'ils voulaient découvrir. Donc, des stagiaires BPJET, des stagiaires en licence STAPS qui sont venus avec moi découvrir le métier. Et j'en ai gardé des très bons contacts. Et j'en ai un, Marius, qui s'est installé il y a 2 ans là, sur Rennes. Eh bien, je lui file des clients. Parce qu'à un moment donné, quand j'en ai trop, alors on pourrait me dire, mais t'es idiot, pourquoi tu ne lui fais pas payer, il y a certainement quelque chose de financier, mais il y a un moment donné, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est quelqu'un avec qui j'ai de bonnes relations. Si demain, moi j'ai un hic, bah, il va pouvoir peut-être m'aider et il y aura pas de relations financières, tout ça. Tu vois, c'est aussi, il y a un peu plus d'humain. Je veux faire du Mhm. business, mais je reste tout à fait humain et donner un coup de pouce à un coach qui commence à avoir ses clients, je vois pas où est le problème de lui filer des clients sans lui réclamer la moindre argent, moindre monnaie. Excellent. Bah, merci en tout cas de ton partage et de ton expérience. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut te trouver? Oh bah, on peut me trouver sur différents. Bah, on peut me trouver sur Instagram. Il suffit de taper Christian François si on veut me suivre. On peut me Ouais. trouver sur Facebook avec ma page Devenez Personal Trainer. On peut aussi me trouver sur certains groupes de coachs
Je les ai pas en tête, mais je suis avec différents groupes où on partage, où on discute. Je suis pas tout le temps là parce que mon activité me permet pas. Mais le soir, j'essaye de regarder, de zioter un tout petit peu sur ces groupes, ce qu'ils disent, ce qu'ils savent. Voilà. Ok, bah, tu me donneras tout ça. Et puis, bah, pour ceux qui veulent déjà acheter le livre et puis continuer à te suivre. Ils peuvent le trouver sur Amazon, ils peuvent le trouver sur la Fnac. Voilà. Parfait. Merci en tout cas, Christian. Merci Andy, c'était sympa, cool. C'était super sympa. Je te souhaite plein de belles choses et puis qu'on puisse justement se rencontrer en 2022 en sachant qu'il y a les événements qui sont de retour normalement en fin d'année. Ouais. Donc, c'est plutôt cool. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire. Ce sera super cool. En tout cas, merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Salut tout le monde. Merci Andy. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.